Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Cette semaine, nous allons clubber. Montréal Hanté, si vous ne connaissez pas, offre des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes fantomatiques de Montréal et de la région. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. La rumeur veut que les clients du 1234 de la montagne peuvent trinquer avec des esprits. C'était jadis la maison funéraire Joseph C. Ray et frères, et le bâtiment a été utilisé des décennies durant par des coroners et des entrepreneurs de pompes funèbres avant d'être vendu, vidé en 1970 et converti en boîte de nuit. Aujourd'hui, ces 3 étages, maintenant nommés Yoko Luna, sont réputés être hantés. Différents incidents paranormaux effrayants ont solidifié sa réputation comme l'un des bâtiments les plus hantés du centre-ville de Montréal. Le bâtiment fut construit à l'origine en 1859 pour la famille de David R. Wood, un homme d'affaires aisé. Vers la fin du 19e siècle, la maison fut achetée par Sir Alexander Taylor Galt, un homme politique et père de la Confédération canadienne. Galt avait des liens avec une des familles montréalaises les plus en vue après son mariage en 1848 avec Elliot, fille du marchand John Torrance. Galt était si excité à l'idée d'avoir une grande famille, mais malheureusement, sa femme mourut le 25 mai 1850 après avoir donné vie à leur premier fils, également nommé Elliot. Galt fut anéanti par le fait qu'il n'aurait pas une grande famille. Alors, l'année suivante, il épousa Amy Gordon Torrance, la sœur de sa défunte. Ils auront au total 2 fils et 8 filles. Au début des années 1890, Galt contracta un cancer de la gorge et sa santé se mit à dépérir, alors il sortit peu de sa résidence. En 1993, il dut subir une trachéotomie pour faire déboucher l'obstruction de son souffle. Incapable de parler, il fut forcé de communiquer avec sa famille seulement par écrit. Peu après l'aube, le 19 septembre de la même année, Galt mourut de son cancer. 2 jours plus tard, des obsèques imposantes furent tenues dans le cimetière du Mont-Royal et le service fut célébré au domaine familial. L'enterrement de Galt allait augurer le nouveau rôle du bâtiment. En 1902, le directeur de pompes funèbres Joseph C. Ray et frères acheta la résidence et la convertit en maison funéraire. Elle eut ce rôle des décennies durant, se chargeant de certaines des plus importantes funérailles de la communauté anglaise et protestante de Montréal. En 1970, la compagnie ouvrit son nouveau bureau sur la rue University, abandonnant la maison funéraire. Le bâtiment inquiétant restera vide les 8 années suivantes. Les résidents murmuraient que des fantômes étaient sur les lieux et il s'en fallut peu que la maison eut la réputation d'être hantée. Enfin, en 1978, la maison funéraire abandonnée fut réutilisée en étant convertie en boîte de nuit chic et n'a pas changé beaucoup depuis. Au fil des ans, le 1234 de la montagne a reçu plusieurs vedettes comme Boy George, Mick Jagger, Louis Vega et la distribution du Cirque du Soleil. Bien que les noms des boîtes aient changé, Club L'Esprit, Club 1234, World Beat Concept, le 5 et maintenant Yoko Luna, une chose revient constamment, le bâtiment est certainement dit être hanté. En effet, les 3 étages du 5 étaient réputés pour avoir des esprits et de l'activité paranormale. Tout d'abord, au sous-sol, les toilettes des femmes se trouvaient dans le même coin que la morgue de l'ancienne maison funéraire. Les gérants y rencontraient parfois le fantôme terrifiant d'une femme au torse cicatrisé qui semblait être l'œuvre d'un thanatologue. Avec le temps, il y a eu maintes rencontres avec ce spectre. C'est pourquoi les clientes étaient avisées de ne jamais aller seules aux toilettes. Au rez-de-chaussée, on avait les bars et la discothèque. Lors de rénovations précédentes, des ouvriers virent une grosse boule de lumière flotter vers eux à travers les airs. Ils s'en plaignirent au propriétaire qui rejeta leurs inquiétudes. Toutefois, plus tard ce soir-là, en allant vérifier les progrès des travaux,
Celui-ci remarqua une belle grande femme debout au bar, le visage tourné. Comme l'établissement n'était pas encore ouvert au public, le propriétaire était intrigué. Il s'approcha d'elle, s'assit sur un tabouret tout près et lui demanda s'il pouvait l'aider. La dame svelte se retourna et l'homme faillit tomber de son siège. Elle n'avait aucun visage, comme s'il avait été enlevé par un chirurgien. Le propriétaire paniqua et sortit tout droit du bar, laissant les rénovations inachevées. Également au rez-de-chaussée, une table mystérieuse près du vestiaire a été vue se projeter à travers la salle. La rumeur veut qu'elle était située à la même place que celle qui servait à l'embaumeur pour exposer les corps lors des obsèques. Il y a des rapports qui indiquent que le grenier aussi est hanté. Les gens attestent avoir vu depuis la rue l'image d'un spectre féminin effrayant dans la fenêtre poussiéreuse du grenier. C'est peut-être la raison principale pourquoi celle-ci a été barricadée. Le grenier est normalement interdit d'accès, mais parfois des gens y entraient par mégarde ou par une curiosité. Une fois, 3 membres du personnel y entrèrent sur un pari, mais ils partirent vite après qu'ils aient vu quelque chose flotter près du mur. Un autre cas rapporte que le garde du corps d'une vedette y était monté par erreur. Il sentit une présence invisible, assise tout près, et rapporta que tous les poils de son corps s'étaient dressés. S'étant senti comme un intrus, il en sortit immédiatement. Il lui fallut environ 1 semaine pour perdre sa chair de poule. Un cas particulièrement effrayant a eu lieu autour de 2005. Une femme saoule avait été avertie de ne pas monter au grenier. Ignorant le conseil, il y entra à l'insu du personnel. Peu après, ils entendirent un cri hystérique. Hurlant à toute-tête, la femme, en sautant du balcon de la fenêtre du grenier face à la rue plus bas, plongea dans un état de peur complète. Par chance, les videurs purent l'attraper. Ils tentèrent de la calmer, mais sans succès. Elle fut transportée en ambulance. Un témoin, barman au club 1234, l'automne 2004 à l'automne 2006, indique qu'en effet, le videur avait attrapé la femme avant de l'amener à l'intérieur. Elle criait à plein poumon sans arrêt, même quand la police et les ambulanciers la couchèrent sur une civière. Notre témoin a cru une seconde qu'elle était possédée. Il n'avait jamais vu personne crier comme ça. Elle avait certainement vu quelque chose qui l'avait effrayée jusqu'aux tripes, dit-il. Mais quoi? Qui sait? Avec autant d'histoires effrayantes sortant de ces boîtes de nuit, il a fallu peu de temps que les enquêteurs du paranormal se mettent à s'intéresser au phénomène de l'endroit. En 2004, l'émission de télévision canadienne Creepy Canada présenta le club lors du 20e épisode de sa 2e saison. Dans la vidéo, l'animateur Terry Boyle explique que les phénomènes du club sont particulièrement menaçants. Ce ne sont pas des fantômes passifs, mais des apparitions agressives dont l'apparence donne corps à nos peurs les plus sombres. Dans l'épisode, Magali Breton, du Spectre de Montréal, mentionne les rumeurs non corroborées de nécrophilie qui virent le jour à la fermeture de la maison funéraire. Elle pense que les corps entreposés dans la vieille morgue auraient subi des actes indignes et dérangés. Se basant sur cette information, Terry Boyle suggère que peut-être que l'esprit de ces gens dont le corps a été souillé ne peut reposer en paix. L'émission raconte l'histoire du fantôme des femmes mutilées en autopsie et les rencontres terrifiantes avec le personnel et les clients de la boîte de nuit. Alors que le club se nommait World Beat Complex, après plusieurs années d'abandon, les nouveaux propriétaires ont tenté de régler le problème des fantômes. Selon l'employé Monica Wyszynski, à la suite d'une étrange rencontre avec une orbe flottante, une sorcière professionnelle fut appelée pour exorciser les esprits de l'endroit. Elle pratiqua certaines cérémonies de purification et même si Wyszynski croit que cela a pu aider à réduire le nombre de spectres, elle est aussi convaincue que certains esprits sont demeurés. Selon elle, il y aura toujours des fantômes à l'aise ici et ils y resteront longtemps. Entre-temps, le chasseur de fantômes André Robitaille fit enquête en 2010, alors que c'était le club 1234, pour une émission française nommée Rencontres paranormales. Il est présentement 2h07 du matin et je suis arrivé ici à 17h. Et depuis 17h, il se passe des choses que je ne contrôle pas. Et je suis surpris à tout instant. Et je peux vous dire que je suis tombé un petit peu sur le cul.
Après avoir été invité au club par le propriétaire DJ MC Mario, André Robitaille demanda au voyant Roger Mainville d'enquêter. Le propriétaire était perplexe parce qu'il y avait fait une expérience paranormale dans le bâtiment avec sa femme Sandrine. En plus d'avoir vu les portes s'ouvrir et se fermer par elles-mêmes, le couple entendit la voix désincarnée d'une chanteuse de 10-12 ans. DJ MC Mario invita les enquêteurs car il voulait savoir si sa boîte de nuit pouvait coexister en paix avec les fantômes. Au début, il ne croyait pas au paranormal, mais après l'achat de la boîte, il se mit à vivre l'inexplicable et fut convaincu qu'il y avait quelque chose là. Paracontact, l'équipe de 12 personnes chargées de l'enquête, incluait autant des croyants que des sceptiques. En se servant d'outils tels que des lecteurs de fréquences électromagnétiques et des caméras numériques, l'équipe étudia les toilettes des dames. Dans une photo, la face d'une femme spectrale apparut. Certains membres de l'équipe s'engagèrent ensuite dans une séance de spiritisme autour d'une table et y mirent leurs mains en attente d'un mouvement. Comme avec un Ouija, ils posèrent leurs questions pour exhorter l'esprit à répondre. Selon leur dire, l'équipe fut capable de communiquer avec différentes entités, dont certains membres de la famille Galt. Ils eurent des conversations avec l'esprit de l'épouse de Galt. Elle serait mécontente car l'activité de la boîte de nuit qu'elle trouve taboue dérange sa jeune fille qui hante le bâtiment. Un accord fut donc conclu avec le fantôme. Si le propriétaire de la boîte joue du Mozart en début de soirée, ils auront la paix. Musique. Vous voulez entendre du Mozart tous les soirs? Tu devrais ouvrir ta soirée avec un bout de Mozart. Voulez-vous qu'on commence les soirées à chaque fois avec Mozart? Oh! DJ MC Mario donna vite son accord et procéda tous les soirs à jouer du Mozart dès l'ouverture. Et comme si le fantôme de la femme de Galt était satisfait de l'accommodation, la table se mit à danser sur l'air du Requiem de Mozart lors de la séance avec l'équipe de Paracontact. Malgré ces signes rassurants que les fantômes pourraient hanter la boîte de nuit en paix, le 1234 ferma ses portes en février 2013 pour devenir le 5 à peine quelques mois plus tard. La présente incarnation dans la vieille maison funéraire, le restaurant Club Yoko Luna, a ouvert ses portes en mai 2022. On ne sait pas encore si de nouvelles histoires étranges et effrayantes ont fait surface depuis. Plusieurs théories existent sur les êtres qui entrent ces boîtes de nuit, allant des membres de la riche élite de la ville d'antan aux pauvres âmes qui reçurent des autopsies et peut-être pire, alors que le bâtiment était un salon funéraire en vue. Bien qu'on ne soit pas sûr qui ou quoi hante les différents étages du 1234 de la montagne, une chose est sûre, c'est probablement une des bâtisses les plus hantées de la ville de Montréal. Si vous avez déjà fait des rencontres fantomatiques, n'hésitez pas à nous le laisser savoir dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.